Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. L'autre jour, lors d'une belle soirée, j'étais là, tranquille, perdu dans mes pensées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une saga majeure de la science-fiction que l'on n'a presque jamais abordée sur Nexus 6, et pas des moindres, Star Trek. Il y avait bien eu un review break sur le dernier film Star Trek Beyond, une vidéo excellente que je vous invite à revoir, mais à part cela, je n'ai que sporadiquement abordé cet univers, pourtant majeur et important pour notre genre préféré. Mais pas uniquement, puisqu'à ses débuts dans les années 60, Star Trek a eu un impact très important sur la société dans son ensemble et auprès du public américain plus particulièrement en faveur du programme spatial des États-Unis et de l'éducation sur le sujet de l'exploration de l'espace. Et cette influence, on va pouvoir la constater encore aujourd'hui avec notre partenaire pour cette vidéo, World of Warships. Parce que si vous aimez Star Trek, si vous aimez les batailles navales et que vous voulez détruire des envahisseurs Borg, alors cette collaboration entre le jeu World of Warships et l'univers de Star Trek est faite pour vous. World of Warships est un jeu de tir et de stratégie navale en équipe qui vous propose de commander des bâtiments historiques de la première moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle mise à jour, c'est un tout nouveau mode de jeu Star Trek qui vous est proposé. Choisissez l'un des commandants les plus iconiques de la saga, Janeway, Worf ou encore Riker, et partez sur Vulcain pour contrer l'invasion des Borg. Pour cela, vous pourrez diriger des bâtiments inspirés des grandes factions de cet univers, la Fédération, les Klingons, les Romuliens, les Vulcains, mais si l'envie vous prend d'incarner la reine Borg et de vous battre pour le collectif, faites-vous plaisir. Vous aurez le choix entre différentes classes de bâtiments, des destroyers, des croiseurs, des cuirassés, des porte-avions, mais aussi des sous-marins et des avions. Et quand on sait que les batailles dans l'espace sont assez proches des batailles sous l'eau, moi, ça m'a rappelé de sacrés souvenirs. Tous ces types d'appareils, mais aussi la variété des environnements, ainsi que les changements météorologiques, vous ouvriront des possibilités de gameplay différents qui promettent des batailles dantesques. Mais surtout, vous pouvez créer une team en invitant des amis ou vous joindre à un clan déjà existant pour commencer à vous battre. Le jeu vous propose également de personnaliser votre flotte et de la rendre unique avec des tonnes de possibilités d'amélioration et de customisation. Vos bâtiments seront encore plus dangereux et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour prendre l'avantage sur le champ de bataille. Et ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas fait de travaux sur le Nexus 6 moi. Le jeu est disponible sur PC et gratuit. En vous inscrivant via le lien en description, vous pourrez choisir votre commandant préféré de Star Trek et bénéficier d'un starter pack exclusif afin de mieux protéger la galaxie. Merci à World of Warships pour cette collaboration et maintenant, on retourne à votre émission. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Star Trek, revoyons un peu les bases. Star Trek est un univers de space opéra créé en 1966 par Gene Roddenberry avec la série télévisée du même nom. Elle fut diffusée jusqu'en 1969. Et tenez, petite anecdote, à l'origine, le nom français était La Patrouille du Cosmos. Cette première série posa les bases de l'univers, à savoir qu'on nous y présente les aventures du vaisseau spatial d'exploration Enterprise au XXIIIe siècle et de son équipage, composé du capitaine Kirk, de Monsieur Spock, du docteur McCoy, de l'officier des communications Uhura, du lieutenant Sulu, navigateur, de l'ingénieur en chef Montgomery Scott et de Pavel Chekhov, navigateur également. Tout ce beau petit monde fait partie de Starfleet, une organisation dépendant de la Fédération des Planètes Unies, chargée de l'exploration de la galaxie et de la défense de l'espace de la Fédération. Sa mission est donc d'ordre scientifique et plénipotentiaire, faisant de l'équipage de l'Enterprise les représentants d'une civilisation utopique qui cherche à unir les espèces de la galaxie et à œuvrer pour la paix. Cette philosophie basée sur la recherche, les sciences, l'amélioration des qualités humaines et d'autres espèces est ce qui donne sa patte particulière à Star Trek. Une philosophie que l'on retrouvera dans la deuxième série, The Next Generation, de 1987 à 1994. Même recette, des voyages dans la galaxie, mais une cinquantaine d'années après la série originale, et cette fois avec l'équipage du capitaine Jean-Luc Picard. Cocorico, un Français natif de la Barre dans la Haute-Saône, même si campé par le plus british des comédiens possibles, le grand Patrick Stewart. French. Sacre-mère. Suivront ensuite Star Trek Deep Space Nine, de 93 à 99, qui présente le quotidien des habitants d'une station spatiale aux confins des zones explorées de la galaxie au XXIe siècle. Puis Star Trek Voyager, de 95 à 2001, où nous suivrons le vaisseau USS Voyager, commandé par le capitaine Janeway. Une femme qui ne s'en laisse pas compter. Et tant mieux, car elle devra faire face à une situation particulièrement périlleuse, puisque son bâtiment se retrouvera perdu dans une région lointaine et inexplorée de la galaxie, le cadran Delta. Situé à 75 années de voyage de la Terre, elle aura alors la lourde
lourde tâche de trouver un moyen de ramener son équipage sain et sauf chez lui. Enfin, nous avons la série Star Trek Enterprise, diffusée de 2001 à 2005, qui elle, se passe 2 siècles avant les autres et qui suit les pérégrinations du tout premier vaisseau Enterprise avec le capitaine Archer. Je dis enfin, mais vous allez le voir, c'est très loin d'être terminé. C'est juste qu'en termes de série Star Trek, les 5 que je viens de citer constituent pour moi un tout que j'appelle la génération Star Trek 20e siècle. Et cette génération, elle n'a pas été que télévisuelle, loin de là. En effet, en même temps sont sortis 10 films de la saga, 6 qui mettent en scène l'équipage du capitaine Kirk, Star Trek le film en 1979, La colère de Khan en 1982, À la recherche de Spock en 1984, Retour sur Terre en 1986, L'ultime frontière en 1989 et Terre inconnue en 1991. Puis un film qui fait la passation entre les équipages Kirk et Picard, Star Trek Generations en 1994, et enfin 3 films qui nous montreront que les aventures picaresques, Premier Contact en 1996, Insurrection en 1998 et Nemesis en 2002. Vous pouvez le constater, toutes ces œuvres sont variées et s'étendent sur plus de 40 ans. On pourrait donc penser qu'il est difficile de comparer les épisodes de la toute première saison de Star Trek avec la dernière de Voyager par exemple. Les films eux-mêmes sont assez disparates, puisqu'on passera à l'envie de certains vraiment sympathiques, voire très bien, à d'autres qui sont des purges absolues, notamment Star Trek Insurrection, qui est, mais, chiantissime. Mais alors, pourquoi puis-je me permettre de les classer comme un ensemble cohérent ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu, à mon sens, un vrai schisme dans la production de séries télévisuelles de science-fiction au début des années 2000. Battlestar Galactica. Je ne vais pas parler de Battlestar Galactica dans le détail. On verra ça un jour dans un épisode dédié. Mais sachez que cette série, en plus d'être l'une des meilleures de l'histoire, ou tout du moins l'une des plus intéressantes, a, à mon sens, profondément modifié la manière avec laquelle on a considéré les séries de science-fiction par la suite. De par le sérieux de son sujet, et de son traitement, la qualité de l'acting, des décors, de la musique et surtout des effets spéciaux. Battlestar Galactica a tout changé. En gros, je considère qu'avec Battlestar, les séries de SF se sont enfin approchées des standards de qualité qu'on voyait au cinéma, alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Il suffit de revoir Stargate SG-1 et de le comparer au film dont elle est tirée. La différence de traitement artistique est flagrante. Chaque plan, chaque musique, le montage, tout crie la bonne vieille série télé des années 90. Un fait qui s'explique tout simplement par une différence de moyens. Les séries de science-fiction n'étaient pas des choses que l'on prenait réellement au sérieux. D'ailleurs, jusqu'à la fin des années 90, les séries tout court étaient relativement déconsidérées par rapport au cinéma. Mais en ce qui concerne Star Trek, outre son expression télévisuelle, j'ai toujours trouvé que les films, eux aussi, malgré des fois des budgets tout à fait confortables, avaient cet aspect un petit peu kitschouille, qui ne leur permettait pas de passer un cap dans la reconnaissance auprès du grand public. Qu'on les aime ou non, et je le répète, c'est mon cas pour une grande partie d'entre eux, les films Star Trek n'ont jamais eu une place importante au niveau cinématographique. Un comble pour un univers qui avait marqué la science-fiction et la société dans son ensemble. C'est pourquoi, avec l'échec retentissant de Star Trek Nemesis et l'annulation de Star Trek Enterprise en 2005, il y avait comme une impression de fin de règne. Star Trek allait devoir se réinventer ou mourir. Et cette résurrection, elle a pris forme quelques années plus tard, en 2009, avec l'arrivée de Star Trek, tout simplement, par J.J. Abrams. Un film qui allait marquer la saga. Star Trek 2009, appelons-le comme ça, nous emmène au 23e siècle, afin de découvrir la jeunesse et le début des années de service de l'équipage originel de la première série. Ainsi, ce sont Kirk, Spock, Uhura et tous les autres que nous verrons évoluer en tant que jeunes officiers de Starfleet, alors qu'ils devront faire face à une menace étrange. Soyons clairs, j'adore ce film. Je le défendrai jusqu'à la mort. Et puis vous le savez, j'ai un faible pour son réalisateur, le bon J.J. Abrams. Un homme dont à votre époque, on se souvenait peut-être davantage pour le ratage de la postlogie Star Wars, et notamment le 9e épisode qui... bon... on va pas revenir dessus. Mais ce serait oublier que le mec est à l'origine de certaines des séries les plus cool du début du 21e siècle. Alias, Lost et Fringe pour ne citer que celle-là. Qu'il a œuvré à la production de plein d'autres choses, dont Cloverfield, que je kiffe. Et qu'au cinéma, outre des Star Trek et du Star Wars, il aura réalisé l'excellent Mission Impossible 3 et le tout aussi agréable Super 8. À titre personnel, j'ai une tendresse pour ce réalisateur que je pense honnête dans tout ce qu'il a tenté. Et ne le réduire qu'à la réalisation de 2 des Star Wars parmi les plus détestés m'attriste un peu. Je suis sûr qu'il n'est pas fier de son épisode 9, je suis sûr qu'il a des regrets, et je trouve dommage qu'il ait cessé de réaliser pendant de nombreuses années à la suite de cet échec. J'ai toujours trouvé que c'était un scénariste et un metteur en scène qui savait choper la substantifique moelle des choses et la retranscrire. On le constate bien dans Super 8, qui est très clairement un immense hommage au cinéma de Steven Spielberg. Cela empêche peut-être le film d'avoir sa propre identité, quoique ce serait à débattre, mais cela ne l'empêche pas d'être un très bon moment de cinéma. Et ce respect du matériel original, on le trouve dans le concept même de ce nouveau film Star Trek. Et c'est peut-être le gros coup de force de J.J. et des scénaristes du film qui ont fait ce que peu ont réussi, c'est
c'est-à-dire accoucher d'un reboot moderne et qui ne touche pas à la saga originelle. C'est du génie. L'histoire du film, donc, nous raconte le destin des personnages mythiques originaux, mais dans une timeline où le passé a été altéré par l'arrivée du futur d'un vaisseau romulien, une espèce apparentée aux Vulcains, mais impérialiste et martiale. On apprend que dans le futur de l'univers de toutes les séries et films que j'ai évoqués auparavant, la planète Romulus a été détruite par une supernova que le Spock OJ avait promis d'empêcher. Dans sa tentative manquée, il avait créé un trou noir censé absorber l'énergie de la supernova, mais qui a aussi eu pour effet de happer le vaisseau de Spock, ainsi que le vaisseau romulien belliqueux, le Narada, commandé par Nero, et de les envoyer dans le passé. Ivre de rage face à la destruction de sa patrie et à la disparition de sa famille, Nero ne trouvera la paix que s'il détruit Vulcain, la planète d'origine de Spock. Sauf qu'en arrivant dans le passé, il tombe sur l'USS Kelvin, vaisseau sur lequel officie George Kirk, le père de Jim. S'ensuit une confrontation qui aboutira à la destruction du bâtiment de la Fédération et à la mort du papounet, chose qui n'était pas arrivée dans la dimension d'où Spock et les Romuliens viennent. Un événement qui changera le destin du futur capitaine, ainsi que celui de ses amis. Rien que cette idée, je l'avais trouvée géniale, parce que de 1, ça permet de pas effacer tout ce qui a été produit avant, et comme ça, tu n'empêches pas non plus à ce que des suites de la première timeline soient faites à l'avenir. Bon, même si je suis sûr qu'il y a plein de Trekkies qui ont dû se plaindre que du coup, il y a quand même un changement majeur dans l'univers d'origine, avec la destruction de Romulus et de son empire, soit un des antagonistes principaux de la saga. Mais bon, les Trekkies, c'est le nom qu'on donne aux fans absolus de cet univers. De 2, même si des événements seront modifiés, tu peux toujours rendre hommage à des éléments des anciennes productions en les réinterprétant. Et de 3, tu as les mains libres pour créer de nouveaux événements et prendre un nouveau chemin. C'est le tiercé gagnant, et il y a presque une forme d'humilité dans cette idée vis-à-vis des Trekkies. Proposer une autre timeline, liée tout de même à la première puisque le Spock original voyage lui aussi dans le temps, c'est leur dire « j'ai ça à vous proposer, j'espère que ça vous plaira, mais si c'est pas le cas, pas de panique, le reste il existe toujours, même au niveau intradiégétique. » Conserver l'existant tout en proposant quelque chose de nouveau pour renouveler le public, mais que demander de mieux? Que ça ait de la gueule, pardi! Et si Star Trek 2009 a apporté un souffle nouveau, c'est aussi à ce niveau-là. J'ai toujours trouvé que Star Trek avait un côté un peu plan-plan. Ça discute, ça fait des réunions, des conf calls, ça pose les idées, ça débat. Bon, il y avait aussi des séquences d'action, des batailles spatiales, c'est sûr. Mais disons que ce n'était pas le principal attrait de la franchise. Et attention, tout ceci était parfaitement cohérent avec le fait que les membres de Starfleet soient les citoyens d'une utopie qui cherche à promouvoir la paix. C'était tout à fait normal qu'ils dégainent pas les phaseurs immédiatement à la moindre contrariété. Mais on en revient au fait que la saga ne parvenait plus vraiment à toucher un public en 2005, et je pense que ce côté un peu tranquillou-bilou participait aussi à cela. Fallait un renouveau en termes de mise en scène et de rythmique, et vous le savez, il y a la patte à JJ. On aime ou pas, mais sincèrement, je défie quiconque de me dire qu'il s'emmerde devant son Star Trek de 2009. Ça n'arrête pas, jamais. Il y a toujours un truc qui tire, qui crie, qui bip, qui flash ou qui court. Et en cela, la première scène du film est parfaitement représentative de cette énergie débordante qu'apporte le réalisateur, à tel point que j'aurais pu en faire un épisode de ma scène culte. N'hésitez pas à aller voir ce format, je l'aime beaucoup. On a tout dans cette scène. Une menace mystérieuse, des personnages secondaires charismatiques, une bataille spatiale dantesque qui démarre sans crier gare et avec violence, une intensité appuyée par un montage hyper bien rythmé, mais surtout un travail sur le son qui est incroyable. Alors le bruitage et le mixage du son de ce film, c'est une de ses grandes qualités pour moi. Chaque tir de phaser prend au bide, chaque explosion vous fait vibrer, chaque cri d'agonie vous touche. On sent que les choix à ce niveau-là ont été réfléchis en amont, comme le fait d'utiliser de légers échos qui rappellent ceux des sonars de sous-marins. Ça crée vraiment une super ambiance. Mais c'est le cas aussi de la direction artistique, que ça soit au niveau des costumes, des objets, des vaisseaux, tout est super. Par exemple, la salle des machines. De prime abord, elle ressemble fortement à une usine du 21e siècle, à laquelle on aurait juste ajouté quelques éléments futuristes. Problème de budget? Je ne pense pas. C'est juste que ça donne un aspect beaucoup plus réaliste au lieu. Eh bien oui, parce qu'une salle des machines, que ça soit dans le futur ou pas, c'est surtout un lieu qui doit être fonctionnel. Donc ça fait du bien d'avoir des propositions qui ne vont pas dans le sens de l'iPhoneisation totale des esthétiques que vous connaissiez à votre époque, avec des choses complètement aseptisées. Et cette volonté d'apporter une impression de réalisme, je pense qu'elle explique aussi les fameux lens flares. Moi, j'adore les lens flares, je vous l'avais déjà dit, mais outre le côté sympa que ça donne à l'image, je pense que ça n'est pas aussi gratuit que l'on pourrait le penser. C'est pour appuyer le côté caméra à l'épaule de certaines scènes, et donc les aberrations optiques qui pourraient en résulter, même si je reconnais qu'ils ont eu la main lourde. Bref, c'est une masterclass, et comme je le disais, ça n'arrête pas. Incertitude, attaque, piège, attaque de nouveau, tout le monde qui court, accouchement en pleine bataille spatiale, amour, sacrifice, sauvetage, c'est trop bien. Les effets spéciaux sont vraiment top, on en a pris plein les yeux avec des moments plus graves.
après ça, on est clairement prêt pour le reste du film. Alors, j'ai bien conscience que ce style ne conviendra pas à tout le monde, et notamment aux anciens Trekkies qui ont souvent reproché à ce reboot et à sa suite, Star Trek Into Darkness, d'être inutilement tape à l'œil. Mais perso, je trouve que ce que JJ a insufflé comme énergie dans ce reboot est une bonne chose. Et quelque part, ça a dû plaire. Déjà parce que le film a rencontré un vrai succès, mais aussi parce que suite à ces 2 reboots d'Abrams, et au 3e film, réalisé par Justin Lin en 2016, eh bien toutes les séries qui ont suivi, Star Trek Discovery, Star Trek Picard et Star Trek Strange New Worlds, sont toutes héritières de la patte à JJ, et non pas des anciennes productions de la génération 20e siècle. Pour le meilleur, et pour le pire. On en parlera certainement à une autre occasion. Mais outre son aspect plastique, je trouve que les puristes de cet univers ont parfois été un peu durs avec le scénario du film. Car s'il s'éloigne des Star Trek originaux par son côté plus tonique, dirons-nous, je trouve qu'il reste tout de même proche en termes de thématique. Par exemple, la destinée et le poids d'un héritage. Des thématiques évidentes vu le parti pris du film de changer le passé des personnages, mais qui rend la chose extrêmement cohérente. Dès la première scène, on voit que ces sujets seront importants, avec les parents de Kirk qui nomment leur fils avec le nom de leurs propres parents. Le sacrifice du père de Kirk sera aussi un élément déterminant de la construction du personnage. Tout comme la nature biculturelle de Spock, mi-humain, mi-vulcain, aura des conséquences sur comment il sera perçu par la société, mais surtout, comment il se percevra lui-même. Et c'est ce qui m'a plu en bon pirate de l'espace que je suis, Star Trek 2009 est une ode à la rébellion. Des têtes brûlées, on en a eu dans Star Trek. Et pas forcément ce que l'on croit, puisque si Kirk donnait cette image, notamment en opposition à Spock, qui paraissait lui beaucoup plus mesuré du fait de sa nature vulcaine, obéissant à la logique et non aux émotions, en vérité, si on prend en référentiel les us et coutumes de son espèce, Spock était lui aussi un rebelle à sa façon, puisqu'il a refusé de faire carrière à l'Académie des sciences de Vulcain pour s'engager auprès de Starfleet. Une décision qui créera un profond désaccord entre lui et son père. Des caractères bien trempés que l'on retrouve dans le Star Trek de JJ, et que le film appuie avec un message plus global sur le fait de ne pas se laisser faire par l'adversité ou la fatalité et d'essayer d'écrire son propre destin. Kirk qui triche à un examen de commandement, le célèbre Kobayashi Maru, car il considère qu'il faut tout faire pour réussir, ou Uhura qui ne se laisse pas faire et qui exige d'être intégré sur l'Enterprise, puisque ses résultats le permettent. Merci. Scotty qui s'est retrouvé en poste sur une station au milieu de nulle part, car pour essayer de prouver ses théories, il a fait disparaître le chien d'un de ses supérieurs. Je connais ce chien, il va comment? On le saura quand il réapparaîtra. Et puis s'il y a bien rébellion, le film n'oublie pas le cadre qui lui permet d'être mis en action, celui d'une société utopique. Alors il est vrai que les personnages me paraissent un peu plus querelleurs que dans la série originale. Disons que la solution diplomatique, si elle reste la première sur la table, Vous êtes trop près de la singularité pour survivre sans aide ce que nous sommes disposés à vous fournir. est un peu plus rapidement oubliée si elle n'aboutit pas. Je préfère encore mourir dans d'atroces souffrances que d'accepter votre aide. Accordé. Mais JJ sait nous rappeler symboliquement que le besoin de violence aveugle J'ai trop hâte de bouffer du romulien, je te le dis. ne mène à rien. Et puis, le film n'oublie pas que nous sommes dans une société où tous les individus ont reçu une éducation de haut niveau, qu'ils savent l'utiliser et qu'ils sont tout simplement de meilleures personnes que ceux que l'on connaissait au 21e siècle. Déjà, ils ne sont pas débiles, comme dans beaucoup de films où les personnages ont toutes les informations en main, mais ne parviennent pas à découvrir le fin mot de l'histoire. Ici, Spock comprend en 2 secondes que tout indique Que ces gens débarquent du Si futur? vous éliminez l'impossible, ce qui demeure, quoique improbable, ne peut être que la vérité. oh bordel, ça fait du bien. Et puis ils savent assumer leurs responsabilités et leurs erreurs. Quitte même à reconnaître que d'autres ont raison lors d'une discussion, même des gens qu'ils n'apprécient pas particulièrement de prime abord. C'est ça une utopie. Des êtres sentients qui savent dépasser leur ego. C'est pas seulement une question d'amélioration des conditions matérielles des citoyennes et des citoyens. Enfin, et c'est peut-être la thématique la plus importante, ce film parle de l'amitié, de comment elle se construit et à quel point c'est précieux. Et l'amitié, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. Si le sujet amoureux est lui extrêmement représenté, l'amitié, elle, est beaucoup moins abordée en art en général et en science-fiction tout particulièrement. Et je trouve ça dommage, parce que c'est une inclination extrêmement importante dans la vie de chacun. Rien ne nous oblige à être amis avec les autres et à entretenir des relations amicales, là où les liens de parenté et amoureux ont davantage de structures émotionnelles et sociétales pour nous encourager à le faire. Lorsque l'on est ami avec quelqu'un, on le choisit. Et c'est en cela que je trouve que l'amitié est un des sentiments parmi les plus forts qui existent, qui mériterait une place plus importante dans nos œuvres.
Et voir dans ce film se former une amitié forte entre les deux personnages principaux, mais aussi tous les membres d'équipage, alors que le destin avait tenté de les séparer, rajoute un degré supplémentaire d'émotion à Star Trek 2009, qui décidément ne manque d'aucune des qualités pour faire un bon film. Attention, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. La caractérisation et l'iconisation de certains membres d'équipage est vite expédiée, et il est vrai que le film possède quelques facilités scénaristiques et des incohérences, comme le fait que deux des planètes les plus importantes de la Fédération n'aient aucune défense planétaire lorsqu'un gigantesque vaisseau les attaque, ou que le Narada, qui est un vaisseau minier à la base, soit équipé de torpilles comme un vaisseau militaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de forer à l'intérieur d'une planète pour envoyer la matière rouge créer un trou noir en son centre? À part pour faire gagner du temps aux personnages principaux, ça n'a aucun sens. Ils peuvent tout aussi bien balancer le trou noir sur la surface. Comment est-ce que les Romuliens du Narada ont pu rester cachés pendant 25 ans alors qu'ils attendaient l'arrivée du Spock du futur? Comment est-ce qu'ils se sont nourris? Comment ils ont ravitaillé leur vaisseau futuriste inconnu de tous en carburant? Bref. Mais fort heureusement, ces éléments scénaristiques un peu bancals servent surtout à accoucher de séquences cinématographiques hautement divertissantes ou de plans iconiques qui au final les justifient. Ou en tout cas, perso, je les pardonne. Donc malgré tout ça, Star Trek 9 reste un très bon film, qui à mon sens est peut-être l'un des derniers bons films d'aventure-action space opéra de la première moitié du 21e siècle. En tout cas, à votre époque, il n'y en avait pas encore eu beaucoup d'autres par la suite. Des scènes d'action dantesques, un rythme effréné, des antagonistes qui sont des prolétaires victimes d'une injustice, facilitant une légère empathie à leur égard, un méchant principal charismatique, des comédiennes et des comédiens qui tiennent bien leur rôle, et possédant un capital sympathie indéniable, des phasers qui font schkling. Oh bordel, j'adore ça! Il y a tout dans ce film pour que vous passiez un excellent moment. Je ne peux que vous encourager à le voir si ça n'est pas déjà fait, vous m'en direz des nouvelles. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci à World of Warships d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez en description le lien pour télécharger et essayer le nouveau mode Star Trek. Par ailleurs, sachez que mon livre Planète est sorti le 7 novembre. J'y analyse les différents mondes de la science-fiction. Allez jeter un coup d'œil à la précédente vidéo si vous l'avez manqué. Dedans, je vous explique tout et vous avez les liens pour le commander. Ah, et d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais si le cœur vous en dit, ce serait super que vous laissiez un commentaire sur le livre dans sa vidéo d'annonce. Quand on est sur YouTube, on a l'habitude d'avoir des retours via les commentaires, et là, avec le livre, rien du tout. Je suis complètement dans le flou sur s'il vous plaît ou pas. Ça fait bizarre, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que c'est pas la meilleure planche à découper que vous ayez jamais eue dans votre vie? Je sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout à nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.